Bonsoir. Le Cameroun est aux urgences et la fièvre monte sous l'effet de la deuxième vague de contamination au coronavirus. Malgré un taux de guérison national de 86%, la pandémie a enterré plus de 600 morts depuis ses premiers symptômes au pays il y a presque un an. Et à ce jour, plus de 5000 cas actifs sont enregistrés à travers le territoire national. Après consultation du conseil scientifique, le gouvernement en ressort une ordonnance en main, l'administration du vaccin à un échantillon sélectif de la population dans le cadre de l'initiative COVAX de l'Organisation mondiale de la santé. Annoncé dans les tout prochains jours, ce vaccin ne sera pas accueilli avec des fleurs et des chants, si l'on en croit en tout cas la dose virale de soupçons et d'humeur répandue à travers la toile et les médias classiques. Pourquoi la piqûre semble-t-elle amère avant son injection? Le malade Cameroun est-il dans un état grave? La riposte nationale veut-elle simplement appliquer au grand mal un grand remède? Actualité Hebdo est au laboratoire ce dimanche pour un échange d'expériences sur le bulletin de santé du Cameroun. Échange sans masque mais dans le respect de la distanciation physique avec Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique. Manaouda Malachi, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Commençons, si vous le voulez bien, par un geste barrière qui n'est pas négligeable. Merci. Alors, dites-moi, face au coronavirus, quel est l'état de santé du Cameroun ce soir? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que dans votre propos liminaire tout à l'heure, vous avez rappelé à peu près que nous avons plus de 5000 cas actifs. Nous avons environ 300 qui sont dans nos hôpitaux en ce moment, soit un taux d'occupation des lits de plus de 12%. Quelque chose nous réconforte un peu parce que c'est beaucoup plus des cas symptomatiques et donc nous avons un taux de sévérité qui est à 1,6 et un taux de létalité qui est à 1,4. La situation est quand même préoccupante parce que nous continuons cette progression haussière en matière de transmission communautaire. Donc voilà un peu dans quel sens nous allons dans le cadre de la situation épidémiologique aujourd'hui. C'est une situation qui vous rassure, vous, au niveau du gouvernement? Pas du tout, c'est pas ce que nous disons. Nous disons que la situation est préoccupante, mais elle n'est pas alarmante du tout. Elle n'est pas alarmante parce que le gouvernement, sous la direction de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, a pris ou prend, continue de prendre toutes les mesures pour pouvoir maîtriser la situation. Donc un ensemble de directives nous ont été données par M. le Premier chef du gouvernement à la dernière réunion d'évaluation. Nous les implémentons sur le terrain et nous pensons que nous devons compter avec l'autodiscipline des Camerounais. Nous devons compter avec le respect des mesures barrières. Nous devons compter avec le port systématique de masques par tout le monde. Et donc ce n'est que comme cela que nous pouvons arriver à bout de ce virus. Presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie, prétendait Molière, et ça c'était au XVIIe siècle. Aujourd'hui, certains Camerounais soutiennent que beaucoup de malades du Covid ne meurent pas de la maladie, mais du manque ou alors de l'insuffisance de certains remèdes, à l'instar par exemple de l'oxygène. Vous êtes au courant de ces insuffisances? Non, nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas un problème d'oxygène dans nos formations sanitaires. Il peut y avoir une production insuffisante, mais nous avons installé des centrales à oxygène dans la plupart de nos formations sanitaires. Nous nous mettons dans une posture de toujours avoir une réserve en oxygène. Lorsque nous sommes dans des structures d'urgence comme le centre d'urgence, comme le centre spécialisé de prise en charge des patients Covid à Orca, comme à la Quintini, nous nous mettons dans une position d'avoir toujours une réserve en matière d'oxygène. Donc, quelle est la réserve en ce moment, selon les informations que vous avez? Est-ce que cette réserve-là est rassurante? Nous pouvons dire que la réserve est rassurante parce qu'en réalité, pour Orca, nous avons une centrale de production d'oxygène. Et nous avons instruit encore qu'en dehors de cette centrale, que nous ayons en permanence 50 à 100 bouteilles d'oxygène dans nos magasins. Et donc, je crois que c'est ce qui est en train d'être fait.
pour le moment, il ne nous est pas fait notifier des manques, des problèmes d'oxygène. Encore qu'il faudrait le dire, l'oxygène, c'est pour une prise en charge des cas véritablement sévères. À côté d'oxygène, nous avons des concentrateurs d'oxygène également. Et donc, ces concentrateurs d'oxygène, nous en avons acquis en nombre assez important. On en a acheté au moins 600 pendant toute cette année de Covid. Et donc, je crois que sur ce point-là, nous avons quand même un minimum pouvoir redécoller. Et cela fait partie des prestations qui sont gratuites au titre de la prise en charge? Oui, bien entendu, bien entendu. Ça fait partie de la gratuité que le président de la République a instruit. Alors, d'accord, il y a de l'oxygène, mais l'insuline pour les diabétiques et les kits de dialyse pour les insuffisants rénaux, il n'y en a pas toujours et cela fait même jaser. Comment est-ce que vous allez résoudre ce problème de manière définitive? Je pense que prenons les choses, pour l'insuline, c'est un problème qui ne se pose pas avec acuité parce que nous avons toujours pris à travers la CENAME, à travers la structure qui s'occupe de la prise en charge, ça c'est réglé. Maintenant pour les centres d'hémodialyse, nous avons de temps en temps des problèmes parce que nous sommes en train de faire une restructuration de fond en réalité. Nous avons une situation où il y avait, j'allais dire, quelques difficultés à accéder au kit, quelques difficultés à accéder aux machines. Et aujourd'hui, nous avons pris contact avec les fabricants de ces machines. Et donc, vous allez voir que tous les centres Fresenius que nous avons aujourd'hui, c'est Fresenius Maison qui nous livre les kits, qui nous livre les machines. Et nous leur avons demandé plus, de venir s'installer au Cameroun et de disponibiliser tout ça sur place. Donc, c'est ce que nous sommes en train, c'est cette période, n'est-ce pas, de restructuration qui est en train qui est en cours, qui pourrait causer quelques petits désagréments, mais nous prenons prendra encore du temps cette période? Non, pour rassurer les patients? Je ne pense pas. Ils sont déjà rassurés en réalité parce que je fais les tours dans ces centres d'hémodialyse. Au moment où nous parlons, je crois qu'on a des collaborateurs qui sont sur le terrain à Boya, à Douala, à Maroua pour regarder comment ça fonctionne parce que nous avons pris l'option de l'entretien préventif, n'est-ce pas? Préventif des salles d'eau, des machines et puis d'un contrôle préventif également de nos stocks en matière de kits d'hémodialyse. Revenons un peu sur le coronavirus avec ce constat qui est contradictoire. La contamination augmente alors que les centres de prise en charge, eux, ont drastiquement réduit. Comment allez-vous renforcer le dispositif de riposte? Disons que ce que nous avons, je l'ai dit en début d'émission, c'est que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de cas asymptomatiques. Or, dans notre algorithme de prise en charge, les cas asymptomatiques sont suivis à domicile par les districts de santé, par les médecins commis à cet effet. Donc, dès que vous venez vers nous, on vous dépiste, vous êtes positif au coronavirus, on fait une évaluation préalable. Parce que si on vous donne simplement des produits comme ça, on n'est pas sûr de votre état de santé. On fait d'abord une évaluation préalable. Et puis maintenant, on vous suit à la maison lorsque ce n'est pas un cas sévère qui nécessite que vous soyez dans nos hôpitaux. Et donc, ceux qui ne comprennent pas, les cas asymptomatiques, c'est ceux qui ne présentent pas des signes de maladie grave ou des symptômes? Oui, ceux qui ne présentent pas des symptômes. Je veux dire, on vous a fait, dans le cas d'un dépistage massif, on vous a fait tester et puis vous êtes positif. Deux fois, vous ne savez pas vous-même que vous êtes positif parce que vous n'avez aucun signe. N'est-ce pas? Vous n'avez aucun signe. Deux fois, vous avez simplement un peu mal à la tête, vous avez un rhume léger. Tout cela, lorsque nous vous testons et que vous êtes positif, vous allez passer quelques examens pour nous rendre compte de l'état global de votre santé, c'est ce que nous appelons l'évaluation préalable. Et dès que cette évaluation préalable est faite, on peut vous prendre en charge, c'est-à-dire on peut vous donner votre traitement à domicile sans problème. De combien de centres de prise en charge dispose le Cameroun aujourd'hui? On en a partout. On en a partout. Déjà, nous avons construit... Et qui fonctionnent et sont équipés? Oui, qui fonctionnent et qui sont équipés. C'est l'avantage et la chance que nous avons dans le cadre de cette pandémie. Dès le départ, le pari qui a été celui de M. le Président de la République, c'est d'investir
dans le système de santé. C'est d'investir dans le durable. Et donc, dès le départ, c'était nous créons des centres d'isolement dans chacune de nos régions. Et ça a été fait. Et je reprécise donc ma question. À ce jour, ces centres-là sont au nombre de combien? À ce jour, je peux vous dire que si nous prenons la ville de Yaoundé, par exemple, vous avez le centre de prise en charge qui est Orca. Parce que l'instruction que nous avons reçue aussi ici, c'est que nous ne voulons plus qu'il y ait des malades dans les formations sanitaires. Parce qu'à un moment donné, nous avons eu comme un mélange du genre. Et donc, nous avons par exemple le centre Orca au niveau de la région du centre. Maintenant, nous avons des centres satellitaires. Ils sont au nombre de 3 pour pouvoir, au moment où le Orca peut être débordé, que ce centre puisse les prendre en charge. Quand vous allez à Douala, vous allez trouver Yassa, vous allez trouver le centre d'isolement de la Quintini. Vous allez dans toutes les régions, vous trouverez donc des centres d'isolement. Et donc, sur l'ensemble du territoire, nous avons ce dispositif qui est là. Peut-être que si les choses ne s'améliorent pas, nous allons réfléchir à installer d'autres centres, mais pour le moment, je crois que la situation se maîtrise. Les choses ne s'améliorent pas, peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources humaines, mais aussi pas de motivation, parce que certains médecins que nous avons rencontrés dans le cadre de la préparation de cette émission ne sont motivés que face à la caméra, mais au quotidien, c'est beaucoup trop de travail, peu de moyens, pas de primes. Est-ce qu'il n'existe pas, on va dire, de matériel pour renforcer l'existant, mais surtout des gratifications pour ce personnel qui se tue à la tâche? Je voudrais d'abord dire toute ma reconnaissance à ce personnel de la santé. Je sais que Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, l'a fait déjà à plusieurs reprises. Le Premier ministre lui-même, chef du gouvernement, l'a fait à plusieurs reprises. Je voudrais à leur suite dire très humblement un grand merci à ce personnel qui est dévoué, qui est engagé au front et qui est déterminé à combattre avec le gouvernement le coronavirus. Maintenant, est-ce qu'il y a un mécanisme? Oui, il y a un mécanisme, mais vous savez, dans plusieurs autres pans, n'est-ce pas, de la nation, vous avez toujours des petits problèmes qui peuvent subsister. Et donc, il y en a dans ces conditions. Il y en a, il faudrait le reconnaître. Nous avons des petits soucis quant à les motiver suffisamment. Mais nous faisons... Ils sont d'ordre financier ou alors ces soucis relèvent de la procédure? Non, pas du tout. Ça ne relève pas tellement de la procédure. Donc, il y a des motivations qui leur sont servies, mais ces motivations ne sont pas régulières, ne sont pas certainement suffisantes. Et nous sommes en train de travailler avec le ministère des Finances pour que nous essayons de monter un tout petit peu et de leur donner, n'est-ce pas, une motivation suffisante. Mais nous sommes... C'est une promesse ferme que vous faites ce soir? Oui, bien entendu. Nous avons déjà même commencé à le faire. Parce que nous avons, la semaine dernière, nous avons, dans le cadre des fonds de solidarité, essayé de voir quel est le disponible et nous avons motivé un ensemble de personnel dans ce cadre-là. Donc nous continuerons à exploiter toutes les voies qui sont les nôtres pour pouvoir suffisamment donner cette motivation, même en reconnaissance, parce qu'ils n'ont pas de vie, ceux qui sont au front du coronavirus. Nous les appelons les soldats de la santé. Nous pensons même que c'est le bire de la santé là-bas, parce qu'ils n'ont pas de vie. Ils sont 24 heures sur 24 et deux fois en nombre insuffisant, parce que nous avons un gap énorme dans le cadre du développement de nos ressources humaines. Je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faudrait regarder. Alors, Monsieur le ministre, vous projetez l'image d'un Jupitérien. Vous êtes partout à peu près au même moment. La dernière fois, vous avez été à Orca, c'était quand? La dernière fois où j'ai été à Orca, je pense en début d'année. En début d'année. À ce jour, quelles sont les nouvelles qui vous viennent du site de prise en charge de l'ancien Orca? Rassurez-vous, chaque matin, quand je me lève, j'ai les informations de Orca. Chaque midi, j'ai les informations de Orca. Et chaque soir, avant de me coucher, j'ai les informations venant de Orca. Donc, rassurez-vous, étant sur votre plateau tout à l'heure, j'étais au contact avec le directeur de cette formation. Parce que, tel que nous voyons la situation, il n'y a pas lieu de laisser une seule seconde se passer sans qu'on soit au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, au moment où nous sommes en train de parler, il y a une affluence vers Orca, il y a ce service qui est en train de se mettre en place et qui devrait pouvoir renforcer les équipes qui sont
en ce moment-là parce qu'on a un déficit, n'est-ce pas, en ressources humaines. Et nous avons un ensemble d'autres moyens que nous sommes, en termes d'équipement, que nous sommes en train de renforcer également. Cette affluence ne nous a pas échappé et je vous invite tout de suite à nous rendre au site de prise en charge de l'ancien Orca justement pour voir comment ça se passe pour les malades, pour le personnel. C'est dans ce grand reportage de Franck Evina. 14 heures, centre spécialisé de prise en charge du Covid-19 de l'ancien Orca à Yaoundé. Des arrivées comme celle-ci, on en compte entre 30 et 40 par jour, pour autant de sorties. La prise en charge est immédiate. Elle commence au service transport et transfert, avec en scène ambulanciers et brancardiers. Puis, l'étape du triage, pour déterminer si le patient est modéré, sévère ou critique. Ce triage est fait par une infirmière expérimentée. Et c'est elle donc qui détermine dans quel service ce patient pourra aller. Derrière moi, c'est le service de réanimation, le seul qui est d'ailleurs situé au niveau du rez-de-chaussée. Lorsque vous êtes déterminé cas critique au niveau du triage, on vous conduit directement dans ce service qui a une capacité de 23 lits et actuellement, au moment où nous tournons ce reportage, 20 lits sont occupés. Soins intensifs presque à saturation au moment du tournage. En détresse respiratoire, ces patients sont ceux qui mobilisent la plus grande attention. Le premier axe de prise en charge consiste en une oxygénothérapie à haut débit. Ça veut dire que ces patients reçoivent parfois de l'oxygène jusqu'à des débits de 15, 20, 30 litres par minute avec des masques à haute concentration. Le second axe consiste à faire soit une CPAP, ça veut dire ventilation continue en pression positive. Il s'agit de faire respirer le patient contre une pression positive pour essayer de maintenir ouverte le maximum d'alvéoles qui sont touchés par la maladie. Et en dernier recours chez nos patients en réanimation, nous leur proposons la ventilation mécanique. Un peu plus haut, d'autres patients, soit modérés, soit sévères. Ici, comme en réanimation, une réalité inquiète. La fréquence d'occupation des lits. En soins continus, pour une capacité de 60 lits, 51 sont occupés. Dans un autre compartiment, 99 lits disponibles, 95 occupés. On remarque également qu'on a 182 districts de santé aujourd'hui en épidémie. On est parti de 179, 180. S'il y a un regain de contamination, il n'y a pas d'accalmie dans les centres de prise en charge. Au risque de saturation se greffent d'autres préoccupations. Quand il y a des plaintes récurrentes qui font état de plusieurs mois de salaires impayés, des primes impayées, ça affecte le moral des groupes. Là, la centrale de production d'oxygène, toujours pas fonctionnelle. La gestion des corps alimente aussi la polémique. Durant notre tournage, nous tombons sur une levée de corps. On a fini de faire le traitement, on garde le corps dans une housse mortière et puis maintenant on met dans notre prémorgue pour attendre les 48 heures pour l'inhumation. Donc c'est un peu le processus que le dépôt prend. C'est quoi l'objectif d'attendre 48 heures pour l'inhumation? Pendant les 48 heures, on s'organise la famille et le centre pour faire l'organisation des obsèques. Fort protocole sanitaire également dans la gestion des déchets. Ce qui est des déchets infectieux, les gants, les chibouses comme vous portez là, les calottes et tout ça, on les incinère ici sur place. Le ministère nous a doté de 3 incinérateurs traditionnels. Il ne faut surtout pas sortir d'ici avec le virus. Tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Alors, il y a quelques éléments à
accablant dans le reportage que nous venons de suivre. Par exemple, ces salaires qui sont en attente d'être payés, ainsi de suite. Vous le confirmez? Non, je pense qu'il ne faudrait pas parler de salaire, parce que c'est des fonctionnaires qui sont dans ce centre de prise en charge. Nous parlons des primes ici. Nous parlons des primes, nous parlons certainement des gratifications. Donc, parler de salaire, c'est trop dire. Donc, alors, ces primes et gratifications ne sont pas payées? Comme je vous l'ai dit, il y a des primes qui sont payées, mais on n'est pas au niveau, on pourrait dire que c'est satisfaisant. Donc, nous sommes en train de mettre en place un mécanisme pour pouvoir remonter et pouvoir payer tout cela. Alors, s'agissant toujours des moyens, la lutte contre le coronavirus bénéficie quand même d'un certain nombre de financements. On peut rapidement citer le fonds de solidarité créé par le chef de l'État, la facilité de crédit rapide accordée par le FMI, le compte d'affectation spéciale voté par l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Ces fonds-là sont-ils suffisants et à la disposition des structures sanitaires? Non, il ne faudrait pas prendre les choses dans ce sens-là. Ce n'est pas des fonds qui sont à la disposition des formations sanitaires. Ils sont à la disposition de qui? Du Trésor public. Et le Trésor public est géré par le ministère des Finances. Et donc, c'est des conventions ou des financements qui sont négociés par le ministère de l'économie, qui sont mis à la disposition du ministère des Finances. Et donc, nous n'avons pas d'emprise sur ces fonds, il faut le dire clairement. Mais est-ce que cette mise à disposition est effective? Qu'est-ce que vous voulez que nous vous disons? Nous avons un plan de riposte qui devrait être financé. Et c'est ce plan des moyens pour l'accompagner. Voilà, et ce plan de riposte que nous suivons. Et jusqu'à présent, le gouvernement suit ce plan de riposte en réalité. Bon, maintenant, il peut y avoir quelques difficultés parce que vous savez très bien que l'impact du coronavirus, ce n'est pas que sur le domaine de la santé. Donc, il y a sur le domaine économique, sur un certain nombre de domaines sociaux et tout le reste. Je pense que dans ses prévisions, notamment dans le compte d'affectation spéciale qui a été créé, le Premier ministre a pris, n'est-ce pas, un ensemble de décisions sur la destination et la remontée, n'est-ce pas, des gaps qu'il y a dans chacun de ces secteurs. Donc, il n'y a pas que le secteur de la santé. Nous avons une partie de ces fonds, mais ce n'est pas totalement réservé au ministère de la Santé ou au secteur de la santé. C'est pour ça qu'on peut ressentir quelques difficultés sur le terrain, notamment parlant des primes, comme nous avons dit, mais nous cherchons d'autres voies et moyens pour que tout se passe très bien. Intéressons-nous un peu à la décentralisation de la riposte. Vous avez pris un acte l'année dernière pour ramener la riposte le plus proche possible des populations. Est-ce que ça marche? Oui, bien entendu. Les résultats que nous avons aujourd'hui, j'ai l'impression que cela a participé pour beaucoup, n'est-ce pas? Et donc nous pensons que c'était une idée assez géniale que le président de la République a eue pour pouvoir décider de la décentralisation de la riposte. Parce que cela voudrait demander l'engagement de tous les Camerounais. Parce que tant que nous restons au niveau national, au niveau central, en train de dire nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça, sans connaître les réalités de base, sans toutefois engager le ménage qui est au fin fond du village dans la riposte, nous aurons des difficultés. Et je pense que la décentralisation sur ce point a tenu, n'est-ce pas, la promesse des fleurs. Et s'agissant toujours de la riposte de proximité, il y a ce testing massif dont on parle dans l'enseignement secondaire. Qui va le réaliser alors qu'on sait que beaucoup d'établissements n'ont même pas un seul personnel sanitaire? Sur ce point, nous avons eu une concertation avec le ministère des enseignements secondaires. Il s'agit en réalité de faire quoi? Il s'agit dans un premier temps, et ça c'est ce que nous avons déjà commencé d'ailleurs, c'est de tester les enseignants en priorité. Tous les enseignants, normalement, doivent être testés. Et maintenant, de mettre en place un système de définition de cas en ce qui concerne les élèves. Parce que vous imaginez bien, on ne pourra pas chaque mois, je veux dire, tester tous les élèves de tous les établissements publics au Cameroun ou privés au Cameroun. Alors, ce que nous avons fait, c'est de mettre en place ensemble nos collaborateurs sur le plan régional qui
ces collaborateurs vont travailler d'arrache-pied pour non seulement capaciter, pour ceux des établissements scolaires qui ont des infirmeries en leur sein, on va capaciter cette infirmerie et mettre à disposition les intrants pour pouvoir faire des prélèvements et faire les TDR. Maintenant, pour ceux des établissements qui n'ont pas d'infirmerie, ça sera au niveau de nos collaborateurs au niveau régional, le EGI régional qui gère le Covid, de s'organiser ensemble avec les collaborateurs de Madame le ministre des Enseignements secondaires pour qu'il y ait un planning, n'est-ce pas, de testing, un planning de prélèvement dans l'ensemble des établissements. Ici, notre objectif, c'est de demander aux établissements de collaborer. Parce que nous avons commencé cet exercice depuis l'année dernière, mais nous avons beaucoup de réticence de la part deux fois des enseignants, deux fois même des parents qui ne veulent pas qu'on teste leurs enfants. Et donc, nous pensons qu'il est bon que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, qu'ils collaborent avec les services de santé, avec les services des enseignements secondaires et de l'éducation de base, et que lorsque l'enfant est dépisté positif, non, qu'on ne fasse pas comme si il devrait continuer à fréquenter. Il faut que l'enfant soit retiré de l'école et qu'il suive un traitement avant de revenir à l'école. Parce que nous avons également constaté qu'il y a certains parents qui laissent leurs enfants venir à l'école même quand ils sont positifs. Mais le personnel sanitaire, encore une fois, est-ce que les structures de santé du ministère, de votre ministère, en disposent déjà suffisamment au point de devoir détacher des gens qui vont travailler avec les lycées et collèges, ainsi de suite? Non, il s'agit de deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a les infirmeries dans certains établissements. C'est-à-dire qu'ils ont un ou deux personnels. Un seul infirmier. Voilà. Et donc, pour faire une TDR, c'est-à-dire un test de dépistage rapide, on n'a pas besoin d'une foultitude de personnel de santé. Mais ça vous prend combien de temps, monsieur le ministre? C'est 15 minutes le test. Si on a 8000 élèves, c'est du temps perdu. Ce que nous disons, c'est que nous n'allons pas tester 8000 élèves d'affilée. Nous allons faire une définition des cas. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, on va dire, on va prendre classe par classe, on évalue, on se dit, celui-là, il a le nez qui coule, il a un peu de fièvre, il faudra le tester. Celui qui est bien portant, pour le moment, lorsqu'on fait la définition de cas, on l'applique, et puis il ne répond à aucun critère, il ne sera pas testé. Donc, ça sera un testing sélectif en fonction de la définition des cas. Parce que nous avons, depuis d'ailleurs mars, avril dernier, lorsque l'épidémie a commencé, nous avons mis en place des protocoles et nous avons mis en place une définition des cas. On ne testait pas à l'aveuglette. Bon, maintenant, nous, pour ce qui est des établissements scolaires, c'est ce que nous allons faire en réalité. C'est-à-dire qu'on va faire cette définition des cas et puis on va tester ceux qui répondent à la définition des cas. Il y a quelque chose qui préoccupe et qui fâche même dans cette riposte, c'est le type de collaboration que vous avez avec la médecine traditionnelle. Le chef de l'État, dans son discours du 19 mai 2020, l'année dernière, a dit, et je cite, « J'encourage également tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19 ». Dites-nous, où en sommes-nous avec le comité scientifique et la médecine traditionnelle dans vos échanges? Nous continuons à collaborer. Nous continuons à collaborer. Le comité scientifique qui avait été saisi par mes soins sur la question de la médecine traditionnelle et des produits, c'est-à-dire des médicaments traditionnels améliorés qui ont été proposés par les uns et les autres, a été saisi. Et le comité scientifique a donné une démarche légère pour pouvoir homologuer chacun de ces produits-là. Nous avons transmis l'information à tous ceux qui estimaient avoir une proposition à nous faire. C'est vrai, nous n'avons pas encore reçu des retours. Nous avons eu un seul qui nous a fait un retour et qui est passé d'ailleurs par la commission d'homologation parce que nous avons aménagé tout un couloir pour la médecine traditionnelle aujourd'hui. Mais entre-temps, cette médecine traditionnelle-là, elle fonctionne avec des résultats qui sont incontestables. Par exemple, le médicament mis au point par Monseigneur Cléda et même d'autres, Ngoulbetara, ainsi de suite, les Camerounais les prennent. Vous les encouragez à les prendre ou alors vous leur dites non, ne prenez rien, il faut attendre les homologations? Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit pas de cela. Je vous ai dit, je vous avais déjà dit d'ailleurs sur l'un de vos plateaux,
tout ce qui est proposé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et qui n'est pas toxique pour l'organisme peut être pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous avons aujourd'hui, dans les formes légères, sont recommandés. Pourquoi ne pas? Parce qu'en réalité, il s'agit de renforcer l'immunité, il s'agit de renforcer la réponse, n'est-ce pas, du corps lorsqu'il reçoit le virus. Et ça, moi, je dis, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous ne pouvons pas exclusivement dire, sur le plan scientifique, aux Camerounais, allez juste prendre le produit de X ou le produit de Y et vous allez être traité. Parce qu'à l'épreuve des faits, nous avons vu que ceux qui ont exclusivement pris ces médicaments traditionnels qui sont proposés aujourd'hui ont développé une phase sévère de la maladie. Et donc, nous devons continuer à travailler parce que nous n'allons pas nous arrêter sur cette phase légère de la maladie. Nous devons continuer à travailler avec les promoteurs de ces produits pour que la recherche se poursuive et qu'on puisse atteindre le virus, même dans les phases sévères. Et donc, je crois que c'est ce travail qui est en train d'être fait en ce moment avec eux. Alors, malgré ces médicaments traditionnels et malgré les assurances que vous nous donnez dans cette émission, vous annoncez aujourd'hui un vaccin. On se demande bien d'où vient-il, que coûte-t-il à l'État et quelle est sa fiabilité? Alors, la problématique de vaccin, il faudra l'appréhender autrement. D'abord, pourquoi nous évoluons vers le vaccin? Pourquoi? Parce qu'il faudra étudier d'abord à un moment donné la situation épidémiologique de notre pays. Et rassurez-vous, lorsque elle n'est pas alarmante, avez-vous dit? Elle n'est pas alarmante. J'en viens parce qu'il y a plusieurs positions au fur et à mesure que nous évoluons. Il y a plusieurs positions. On n'est pas figé là-dessus, vous le savez très bien. Donc, nous avons saisi le conseil scientifique. En date du 18 janvier, le conseil scientifique a rendu un premier avis, un avis qui sont appelés un avis intermédiaire. Nous disons, au regard de la situation épidémiologique, enfin, au regard des avantages du vaccin, l'adopter n'est pas une mauvaise chose, ce serait une très bonne chose. Mais au regard de la situation épidémiologique du Cameroun, nous pensons que nous pouvons encore observer un petit recul pour pouvoir adopter un vaccin. Voilà l'avis qui nous a été donné. Ce recul n'a duré que 2 mois environ. Nous avons en janvier des petites poussées, des petits clusters, mais les clusters ne sont pas encore multipliés sur l'ensemble du territoire. En février, lorsque les clusters commencent à se multiplier, nous redemandons notre avis. Le 25 février, le conseil scientifique nous dit au moment actuel, nous pensons que le vaccin pourrait être recommandé si la tendance de la situation épidémiologique se poursuit. Il n'y a eu aucune pression politique sur le conseil scientifique? Non, pas du tout. C'est des experts qui travaillent indépendamment de nos frontières, qui sont également sollicités par ailleurs. Donc, ils nous disent cela le 25 février. Et nous voyons la situation, nous rentrons dans la facilité COVAX, parce que vous avez par ailleurs demandé combien ça coûte au Cameroun. Ce que nous attendons aujourd'hui ne coûte rien, parce que c'est un don. Donc, vous croyez au don, à la générosité, dans un cas grave de pandémie? Toujours est-il que cette solidarité internationale s'est toujours jouée. Aujourd'hui, nous avons dans le programme élargi de vaccination environ 18 vaccins. Ce n'est pas exclusivement le Trésor camerounais qui s'en occupe. Est-ce qu'il ne faut pas s'en méfier quand même et prendre du recul? Je pense que c'est ce travail que nous sommes en train de faire, ce travail scientifique que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, qui nous le donne, Monsieur le ministre, ce vaccin? C'est la facilité COVAX. Et comment s'appelle-t-il? C'est la facilité COVAX. Le vaccin, c'est AstraZeneca. Oui. Et AstraZeneca concerne, dans cette facilité, 92 pays, je vais dire, 92 pays. Maintenant, pour revenir au conseil scientifique, le 25 février, donc, ils nous disent qu'on peut évoluer vers le vaccin, mais avec toutes les précautions à prendre. Maintenant, nous entrons dans cette facilité COVAX, nous remplissons les conditions qui nous sont données, et du coup, on nous annonce qu'on pourrait bénéficier, comme les autres, parce qu'ils ont commencé à livrer à d'autres pays, qu'on pourrait bénéficier de ce vaccin. Sauf que les derniers événements sur ce vaccin, spécifiquement, parce que je voudrais rappeler que ce vaccin a obtenu
n'est-ce pas, c'est que l'OMS appelle l'emergency use. Donc, il a obtenu l'aval de l'OMS, c'est-à-dire l'utilisation en état d'urgence. Malgré cet aval, Oui. vous avez bien dit AstraZeneca. Oui. Alors, ce vaccin, en Afrique du Sud, son efficacité a été remise en cause. En France, elle a été carrément contestée. Et cette semaine, 6 pays européens ont suspendu soit partie de la production de ces médecins, soit alors l'ensemble suspendu en termes d'administration. Pourquoi le Cameroun est obligé? Justement, nous ne sommes pas obligés, ça, il faudrait que ça soit clair. Nous ne sommes pas obligés. Justement, si vous m'avez laissé poursuivre la démarche, parce qu'au 25 février, nous avons cette position du Conseil scientifique, nous avons tous ces éléments que vous venez de donner. Nous avons 9 pays aujourd'hui qui ont interdit l'administration de AstraZeneca sur leur territoire. Nous avons 6 pays qui ont suspendu simplement en lot de l'ensemble. Et nous avons 3 pays qui ont suspendu pour 14 jours l'administration d'AstraZeneca. Ça fait beaucoup. Et ça devrait interpeller. Et ce n'est pas suffisant pour nous faire reculer? Justement, et ça devrait donc interpeller. Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous rendons compte, Monsieur le Président de la République dit, ça fait beaucoup, on ne peut pas continuer comme cela. Nous saisissons donc à nouveau le Conseil scientifique et le NITAG. Et le Conseil scientifique, dans un avis encore intermédiaire, et j'ai reçu cet avis... qui date de cette semaine. Qui date du 12 mars 2021, nous dit, en l'état actuel, il vaut mieux ne pas continuer à utiliser ce vaccin. Et donc aujourd'hui, la position, c'est laquelle? Nous y allons ou nous reculons? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil scientifique nous suggère de ne pas continuer à utiliser ce vaccin en attendant que des enquêtes préliminaires engagées partout ailleurs aboutissent. En attendant que la 4e phase d'expérimentation du vaccin nous donne des résultats probants. Mais entre-temps... Combien de temps cela va prendre? On ne peut pas savoir combien de temps ça va prendre. Mais sauf qu'entre-temps, le Conseil scientifique nous dit qu'il faudrait que nous demandions aux Camerounais de respecter les mesures barrières et de porter systématiquement leur masque. Parce que ça sera, pour ce qui est de ce temps d'attente-là, la mesure qui va nous sauver. D'ailleurs, le vaccin ne nous met pas à l'abri du respect des mesures barrières. Voilà. Qu'est-ce que ça voudrait donc dire? Ça voudrait donc dire que, pour l'instant, nous allons recevoir les doses qui sont prévues. AstraZeneca, nous recevrons ces doses. Comme c'est un don, nous les recevrons, mais nous les garderons en attendant que tout l'horizon soit éclairé. En attendant que nous ayons des certitudes sur la non-nocivité et sur les effets secondaires de ce vaccin. Mais tant que le doute continuera à persister, je suis très sûr que le président de la République ne donnera jamais l'OK pour qu'on puisse administrer une seule dose à un Camerounais. Au total, et pour être clair, dans les conditions actuelles, oui, il n'y a pas de vaccin attendu et annoncé au Cameroun dans les prochains jours. Non, comme cela a été le cas. Il y a des vaccins qui sont attendus. Je le dis très bien. Il y a des vaccins qui sont attendus. Mais vous allez en faire quoi si vous ne les administrez pas? Alors, comprenons-nous très bien parce que nous sommes là dans le cadre des relations internationales. Nous avons pris des engagements de recevoir des doses. Ces doses ont été commandées. Et donc, imaginez-vous avec un partenaire qui est un partenaire de longue date. Vous lui dites, comme nous allons... Comme l'OMS, comme Gavi. Gavi, c'est Gavi qui, l'Alliance Gavi qui nous aide dans le cadre de notre programme élargi de vaccination. Mais les engagements à l'international ne valent que tant que cela rassure la population. Dans le cas actuel, ce n'est pas le cas. Donc on peut bien se rétracter. Mais non, nous nous rétractons effectivement dans l'utilisation. Mais je dis pour le moment, et imaginez-vous un seul instant que nous ne recevions pas ce vaccin et que les études plus tard nous montrent en réalité qu'on peut l'administrer. À ce moment, nous faisons quoi? Alors, la décision qui a été prise, c'est-à-dire, pas la décision, les instructions que nous avons reçues aujourd'hui, c'est que ce vaccin ne va pas être utilisé pour le moment, mais nous devons rechercher la voie de multiplication d'autres vaccins qui aujourd'hui sont utilisés ailleurs et qui ne posent pas problème. Parce que dans l'absolu, il faut se dire que le président de la République voudrait qu'on ait quand même cette solution à côté. On ne sait jamais. Parce qu'il veille sur la sécurité sanitaire de ses compatriotes. Mais il ne souhaite pas que, dans le doute, nous continuions à avancer sur une quelconque piste. Donc, c'est cette
ce principe de précaution qui fait en sorte que aujourd'hui, conformément à l'avis du conseil scientifique, nous allons stopper l'utilisation de AstraZeneca au Cameroun, mais nous rechercherons d'autres pistes pour pouvoir sécuriser nos compatriotes. Voilà qui est clair, monsieur le ministre. Je vous propose de marquer un arrêt. Mesdames et messieurs, vous regardez Actualité Hebdo sur la CIR TV. C'est la grand-messe d'actualité du dimanche au Cameroun. Nous allons à Douala pour voir comment la capitale économique fait face au coronavirus. C'est un reportage d'Alvin Baongazi. La région du littoral, l'une des plus touchées par le Covid-19, se donne des moyens de riposte malgré l'insouciance des populations caractérisée par le non-respect des mesures barrières. La dernière mise à jour entre janvier et le 11 mars 2021 fait état de 233 873 tests réalisés, 12 838 cas positifs, 11 093 guéris, 1585 cas actifs et 160 décès. Des chiffres qui démontrent à suffisance l'ampleur de la maladie et l'urgence de l'intensification de la riposte. Intensifier au niveau des points d'entrée, c'est-à-dire les aéroports, les ports, avec notamment bien sûr le testing des voyageurs qui est systématique, le testing des voyageurs à la sortie aussi qui est en train d'être réorganisé, la surveillance au niveau des écoles, des entreprises et puis de la communauté, bien sûr la surveillance dans les formations sanitaires pour permettre une bonne protection de la population, mais aussi surtout de pouvoir très rapidement détecter les cas de Covid. Les autorités administratives de la ville de Douala prennent de nouvelles dispositions pour affronter cette vague plus virulente, mais malheureusement plus négligée. Après la sortie du Premier ministre, et par rapport aux instructions qu'il a données, j'ai d'ailleurs réuni mes collaborateurs ici, les sous-préfets, les responsables des FMO. Et là, il leur a été prescrit justement de reprendre la sensibilisation. Il a été demandé aussi à tous les délégués départementaux, chefs de service, de réinstaurer justement des points de lavage des mains, le port obligatoire du masque et ensuite maintenant le respect de la distanciation sociale. J'ai saisi les maires pour qu'ils réinstaurent les points de lavage des mains dans les marchés. Sur le plan logistique, la région du littoral a connu des réaménagements en vue d'une meilleure prise en charge des patients du Covid-19. Nous avons, au niveau de la prise en charge, augmenté le nombre de lits. Et en ce qui concerne les laboratoires, nous avons augmenté la capacité de testing de la ville. Nous avons 3 laboratoires qui fonctionnent effectivement. Celui de l'hôpital général, celui de la Quintini bien sûr, et celui de la tuberculose au niveau régional. La lutte contre le coronavirus dans le littoral se fait également avec la pharmacopée traditionnelle. Le combat reste une affaire de prise de conscience collective avec l'intégration du respect des mesures barrières par tous et par chacun. Ces nouvelles en provenance de la capitale économique vous rassurent? Oui, c'est plutôt rassurant. Et un travail de fond est fait dans cette région. Notamment, nous avons désigné un superviseur de la prise en charge des cas Covid et qui fait un travail exceptionnel sur ce point-là avec une bonne collaboration des centres. Donc je crois que le délégué régional vient de le dire tout à l'heure. Ils ont recherché des voies pour l'augmentation des lits, pour le confort des malades, pour la fluidité dans le cadre du testing aussi, en termes de laboratoire. Donc je crois qu'il y a un travail de fond qui est fait là-bas. Ça peut être amélioré, mais nous sommes sur le front de la guerre sanitaire. Pour revenir sur le vaccin, Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement ne peut pas profiter de la suspension actuelle décidée par le chef de l'État, vous l'avez dit, pour consulter par exemple le Parlement qui est en session en ce moment? Je voudrais dire que M. le Président de la République nous a demandé de nous rassurer, d'appliquer les précautions, le principe de précaution qui est observé partout ailleurs. Maintenant, la problématique de vaccin est tout autre. Vous savez très bien que Monsieur le Président de la République a dit que le vaccin, il est non obligatoire, je dis bien non obligatoire et gratuit. La démarche vers le vaccin ou non ne peut pas être une question politique. Donc, que vous allez consulter... À partir du moment où
elle concerne un problème de santé publique qui participe donc des politiques publiques. La décision de son introduction devient également politique. Je doute fort que si nous prenions la voie politique, qu'on ne s'égare en cours de route. Parce qu'ici, il faut davantage suivre les scientifiques. Dans tous ces pays où la vaccination a été stoppée, où a été suspendue, ce n'était pas une décision politique, c'était sur la base des éléments scientifiques. Ces scientifiques, Monsieur le ministre, peuvent être invités au Parlement pour justement rassurer. Parce que si les populations refusent finalement de prendre le vaccin en se disant « nous n'avons pas été suffisamment associés à la décision, nous ne sommes pas préparés, qu'est-ce qu'on va faire ?» Là, vous évoquez, n'est-ce pas, un plan de communication sur l'introduction d'un vaccin. Et dans ce plan de communication, nous avons effectivement prévu parler au Parlement. C'est-à-dire nous avons demandé à un panel d'experts sur la vaccination. Nous avons demandé au président du conseil scientifique, au président du NITAG et tous ceux qui sont en charge de la vaccination de se mobiliser pour pouvoir expliquer de quoi il s'agit au Parlement. Nous allons le faire. Dans le cadre d'une table ronde, nous le ferons aussi pour le grand public également. Un plan de communication est prévu et en cours en ce moment. Nous allons communiquer et donner tous les éléments. C'est ce que vous faites d'ailleurs en ce moment. Voilà, à nos compatriotes. Mais je le dis encore, la question de vaccin, de choix de vaccin, de choix de vacciner ou non, ne devrait pas être une question politique, mais davantage scientifique. Monsieur le ministre, quelle est la priorité au niveau du gouvernement? C'est d'introduire un vaccin contre le Covid qui a fait 600 décès depuis un an, ou alors s'acharner contre le paludisme, qui lui a décimé 11 000 Camerounais l'année dernière. Il ne s'agit pas de faire une comparaison entre les pathologies. Au moment où nous sommes en train de prendre en charge le Covid, nous faisons tout. Dans le cas du paludisme, dans le cas du VIH, dans le cas de la tuberculose, dans d'autres pathologies, parce que les services essentiels... on est obligé d'établir des priorités puisqu'il s'agit de vies humaines. Vous parlez bien de vies humaines. Il n'y a pas une vie qui vaut plus que l'autre, voyez-vous. Donc, et ce qui est aussi une corrélation, et ça vous devez le savoir, plus vous avez des comorbidités, ça veut dire que vous avez d'autres poches de maladies, de pathologies, et si vous chopez en même temps le coronavirus, ça va s'accélérer. Et nous sommes conscients de cela. Donc, on ne peut pas être en train de nous occuper d'une pandémie comme le Covid et abandonner d'autres pans. C'est pas possible parce que tout est lié en matière scientifique. Et donc, ici, il ne s'agit pas de faire une comparaison entre les pathologies. Il s'agit d'adresser des problèmes au fur et à mesure que ces problèmes se posent et avec efficacité et le temps qui prévaut en ce moment. Monsieur le ministre, vous avez déjà eu à donner votre sentiment sur les médicaments traditionnels contre le coronavirus. Je voudrais vous proposer un autre arrêt, et ce sera le dernier dans cette émission, pour voir quelle est la contribution de la médecine traditionnelle dans la lutte contre le coronavirus. On voit tout cela avec Pierre Bihinambarga. La forêt, siège de tous les espoirs pour tuer le coronavirus. La résurgence de la pandémie affûte davantage la curiosité des hommes d'église et des tradis praticiens. Ici au marché de Mvormbi, l'artillerie des essences mise à la disposition des patients exorcise la peur. Voilà l'homme folle. Voilà manjang. Voilà il y a aussi le tirmoro. Voici les bam. Le bam qu'on appelle vulgairement le kenkeliba. Il y a aussi la doum. Quand tu amènes ça, on fait bouillir. La personne boit. Avant de boire, il faut d'abord manger puisque c'est amer. Ce que moi apporte, Covid-19 peine. C'est ça que je veux qu'on doit vraiment développer. Chez les hommes d'église, en dehors de la prière, très efficace d'ailleurs, la nature devient la solution. On l'a vu avec Monseigneur Samuel Krida, l'archevêque métropolitain de Douala croit comme fer que la pandémie sera vaincue. Telle est la conviction d'un autre évêque, celui-là, catholique gallican. Le chef d'État a dit il encourage les solutions endogènes. Et en créant les solutions endogènes, nous avons mis sur pied ce produit qui est anti-borne Covid. Il est préventif, il est curatif, il est de même désinfectant. À
la première vague, nous avons soigné pratiquement 8000 personnes. La deuxième vague qui fait recrudescence nous amène à associer le protocole, n'est-ce pas, du gouvernement à ce produit. L'association Sciences, pharmacopée traditionnelle, donne aussi des raisons d'espérer. Il n'y a jamais une seule formule. Goulbutara, c'est une formule parmi d'autres. Vous comprenez? Donc, quels que soient les virus qui arriveront, du moins nous, scientifiques, traduits praticiens chercheurs de notre consortium, sont préparés parce que nous avons plusieurs formules antivirales. Et j'aimerais aussi dire ceci. Nos patriotes qui sont dans la forêt ont plusieurs formules antivirales. Le Covid-19, pandémie téméraire qui humilie l'humanité, met l'intelligence des chercheurs à rude épreuve. On devrait s'attendre à une riposte poids lourd. Le Covid-19 n'est pas une fiction, c'est une réalité. Je l'ai eu et j'en suis sorti guéri. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Protégeons-nous, protégeons les autres, toussons dans le coude, gardons la distanciation sociale. Monsieur le ministre, votre réaction, est-ce que on peut associer effectivement ces médicaments traditionnels à la riposte poids lourd dont parle notre reporter? Oui, je voudrais d'abord profiter de cet élément pour remercier, n'est-ce pas, l'ensemble des chercheurs en médecine traditionnelle pour cet engouement pour la recherche d'une solution endogène, n'est-ce pas, pour traiter le Covid. Nous apprécions simplement au moment où nous disons pourquoi est-ce que nous avons trouvé assez vite de vaccins. Sur le plan traditionnel, nous avons aussi quand même des spécialistes qui sont nés très, très rapidement dans le cas du Covid sans toutefois connaître le Covid. Mais nous voulons quand même reconnaître cet engouement qui est favorable à la recherche, n'est-ce pas, d'un médicament traditionnel amélioré dans le cadre du Covid. Ce que nous voulons simplement dire, c'est que Monsieur le Président de la République a été quand même clair. Si nous ressentons des signes, toutefois, parce que nous prenons toujours ces potions-là, mais si nous ressentons des signes, Monsieur le Président de la République nous demande d'appeler un personnel de santé. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Donc, je voudrais simplement que, je suis heureux d'apprendre qu'on associe ces médicaments traditionnels améliorés au protocole officiel du gouvernement qui a été validé par le Conseil scientifique. Ça, je pense que c'est une idée. Monsieur le ministre, il y a un certain nombre d'internautes qui ont envoyé des centaines de questions. On ne peut pas les passer en revue ici. D'ailleurs, vous avez apporté des réponses qui balaient à peu près les préoccupations des uns et des autres. Peut-être vais-je vous poser la seule ayant trait au sujet que nous venons de regarder, celle de le fils roi. Pourquoi refusez-vous de valoriser la pharmacopée traditionnelle qui s'avère efficace contre le Covid-19, encore une fois? Je voudrais me répéter parce que nous ne refusons pas. Nous sommes dans la collaboration. Et la collaboration doit se faire avec... Tout à l'heure, nous évoquions le principe des précautions. Ça vaut pour les médicaments traditionnels améliorés aussi. Nous ne voulons pas demander à dire, n'est-ce pas, que voilà le produit traditionnel qu'il faut prendre et abandonner les autres. Parce que nous savons très bien qu'il y a un pays africain qui a déjà fait ça, qui a dit j'ai trouvé quelque chose qui est préventif, qui est curatif et qu'à ce moment, nous prenons en charge. Il y a même beaucoup. En l'occurrence. Bon, je ne vais pas les citer, mais il y a beaucoup de pays qui sont allés vers ce pays pour pouvoir prendre ce produit, mais à un moment donné, qu'est-ce que c'est devenu? Donc nous ne voulons pas être dans ces conditions. Il faut que nous avancions en étant sûrs de là où nous allons. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de notre entretien. Il me reste peut-être deux questions. La première, Monsieur le ministre, réagissez vraiment en quelques secondes. On a vu certaines vidéos circuler, c'était des scènes de vie. Vous avez été piégé ou alors c'est vous-même qui avez organisé une fuite pour détendre l'atmosphère, on va dire? Je voudrais sur cette question qui ne manque pas de pertinence, dire que Monsieur le Président de la République, en me faisant le privilège de me
confié une autre mission qui est de suivre, n'est-ce pas, la santé des Camerounais, ne comprendra pas que je sois distrait par autre chose que la mission qu'il m'a confiée. Alors, je souhaiterais ne pas être distrait par quoi que ce soit, parce que je suis focalisé sur cette mission qui m'a été confiée. Toutes les autres questions, tout ce qui tourne autour de ma personne, des autres personnes qui sont autour de moi, je pense de la distraction qu'il s'agit. Moi, je suis focalisé sur la lutte, le combat qui est en train de se mener aujourd'hui, et rien ne peut me distraire dans cette lutte-là sans que je ne sois allé jusqu'au bout. Monsieur le ministre, pour terminer, lorsqu'on gère des centaines de milliards du Covid-19 comme vous, comment se réveille-t-on chaque matin? On a les mains propres et la mémoire tranquille ou les mains sales? Alors, c'est également une très grande, une question très pertinente. La première chose que je voudrais dire, c'est que le Covid-19 n'a pas encore, jusqu'au moment où nous parlons, dépassé le seuil de 40 milliards en termes de dépenses, parce qu'il y a des impayés qui sont de l'ordre de 20, mais nous sommes peut-être à 50 milliards. Donc, on n'est pas dans les centaines de milliards. Mais, soit, lorsque nous... Alors, quand on gère des milliards, disons-le simplement comme ça. Lorsqu'on gère des milliards, nous ne cessons pas d'être un Camerounais ordinaire. Les milliards, c'est pour le bureau, c'est pour l'État. Nous sommes, à notre niveau, dans une famille, et je tiens à le dire, je suis l'enfant d'un pasteur venu des montagnes. Alors quand je me réveille le matin, ce que je demande, c'est ma bouillie. Et il arrive de fois où, lorsque je vais au bureau, qu'on puisse me poser des questions, des problèmes financiers que je ne puisse pas régler. Et donc je pars quand même en espérant qu'au retour, on n'ait pas une aggravation et que les solutions puissent être trouvées. Donc en réalité... Vous avez les mains propres et la conscience tranquille. Tranquille, de toutes les manières. Lorsque nous sortons de chez nous, nous sortons avec cette simple conscience d'aller faire son travail et de revenir. La formation que nous avons eue, c'est que on nous a toujours dit de faire la différence entre le secteur public et le secteur privé. Pas en termes de profession, en termes de vie. La vie publique est une chose, la vie privée est une autre. Et donc, le ministre qui est au bureau ne peut pas venir jouer le même ministre chez lui. Il est papa à la maison. Alors, je crois que si on arrive à être conscient de ce fait-là, qu'il y a cette délimitation, on peut ne pas avoir de problème. En tout cas, de toutes les manières, j'ai une conscience qui me juge à chaque fois. Et donc, pour le moment, je me réveille sereinement, je fais ma prière, je repars au bureau et quand je rentre, je retrouve ma famille assez sereinement. Très bien, et c'est donc en toute sérénité que nous allons terminer cet entretien. Manaoda Malachi, ministre de la Santé publique. Je voudrais vous souhaiter une bonne santé pour la suite de la riposte et vous remercier d'être venu. C'est moi qui vous remercie en demandant aux Camerounais de veiller toujours à avoir leur masque et de toujours respecter les mesures barrières. Merci mesdames et messieurs d'avoir renouvelé votre fidélité à cette grande messe d'actualité sur la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.